J'ai confié mon bébé de 2 mois à ma sœur et à ma famille en leur disant, s'il vous plaît, occupez-vous d'elle. Je dois aller à l'hôpital pour mon rendez-vous. Lorsque je suis revenue la chercher quelques heures plus tard, ils me l'ont rendue sans même me regarder. Je suis rentrée chez moi, mais peu importe à quel point je la tenais dans mes bras ou essayais de la réconforter, elle continuait de pleurer intensément et ne s'arrêtait pas. Quelque chose n'allait vraiment pas avec mon bébé. Quand j'ai soulevé ses vêtements pour vérifier sa couche et voir si elle était mal à l'aise, je me suis figée sur place. Il y avait là quelque chose d'incroyable, quelque chose que je ne m'attendais jamais à voir. Mes mains se sont mises à trembler violemment. Je n'arrivais pas à assimiler ce que je voyais sur le petit corps de mon bébé. J'ai rapidement pris ma fille avec précaution et je me suis précipitée immédiatement aux urgences de l'hôpital. Ma relation avec ma famille avait toujours été compliquée. Ayant grandi dans un foyer où le favoritisme dictait chaque interaction, j'ai appris très tôt à n'attendre que peu de choses et à en exiger encore moins. Mes parents, Ruth et Gérald, ne cachaient pas leur préférence pour ma sœur aînée, Nathalie. Elle était l'enfant prodige, celle qui ne pouvait rien faire de mal, tandis que j'existais quelque part en arrière-plan de leur attention. Nathalie a épousé Roger Thompson il y a 5 ans lors d'une cérémonie extravagante qui a vidé le compte d'épargne de mes parents. Cela ne les dérangeait pas, cependant. Rien n'était trop beau pour leur précieuse première-née. Roger venait d'une riche famille du secteur de la construction, et mes parents le traitaient comme un roi. En revanche, lorsque j'ai épousé mon mari, David, un professeur de lycée, lors d'une simple cérémonie au tribunal, ma mère a eu l'audace de demander pourquoi nous n'avions pas pu attendre d'avoir les moyens de faire quelque chose de correct. Ma fille, Grace, est née il y a 2 mois après une grossesse difficile. David et moi étions fous de joie malgré les complications que j'ai rencontrées lors de l'accouchement. L'équipe médicale a dû effectuer une procédure d'urgence et ma convalescence a pris plus de temps que prévu. J'ai développé des problèmes postpartum qui nécessitaient un suivi continu à la clinique spécialisée de l'hôpital. Ce mardi matin-là, j'avais un rendez-vous crucial avec mon obstétricien. David était parti en voyage scolaire qu'il ne pouvait pas annuler, et notre baby-sitter habituel gérait une urgence familiale. Désespérée et à court d'options, j'ai appelé Nathalie. S'il te plaît, j'ai vraiment besoin de quelqu'un pour surveiller Grace juste quelques heures, ai-je expliqué au téléphone, sentant le désespoir s'infiltrer dans ma voix. Nathalie a soupiré de manière théâtrale. Je suppose que je peux m'arranger. Maman et papa viennent de toute façon. On la surveillera. Un soulagement m'a envahi malgré le ton réticent de sa voix. Merci beaucoup. Je la déposerai vers 9h et je serai de retour en début d'après-midi. La matinée s'est déroulée exactement comme prévu. Je suis arrivée devant la maison de banlieue immaculée de Nathalie avec Grace emmitouflée dans son porte-bébé, accompagnée d'un sac à langer entièrement approvisionné contenant tout ce dont elle pourrait avoir besoin. Nathalie se tenait dans l'embrasure de la porte, vêtue d'une tenue de sport de luxe, ses ongles parfaitement manucurés tapotant l'écran de son téléphone. Voici ses horaires de biberon. Les couches sont dans la poche avant et elle fait généralement la sieste vers 11h, ai-je débité rapidement, étant déjà en retard pour mon rendez-vous. Ma sœur a à peine levé les yeux de son appareil. Ouais, c'est bon. On gère. La voiture de Ruth et Gérald s'est garée dans l'allée juste au moment où je confiais Grace. Ma mère a émergé, portant des lunettes de soleil de créateur et des sacs de boutique où je n'avais même pas les moyens de faire du lèche-vitrine. Oh, tu laisses le bébé ici, a demandé Ruth, son ton suggérant un léger désagrément plutôt qu'un enthousiasme de grand-mère. Juste pour mon rendez-vous médical. Je reviens bientôt, ai-je promis en embrassant le front de Grace une dernière fois avant de me diriger vers ma voiture. Le rendez-vous a duré plus longtemps que prévu. Mon médecin voulait faire des tests supplémentaires et le laboratoire était débordé. Le temps de terminer toutes les procédures et consultations nécessaires, il était presque 15h. L'anxiété me nouait l'estomac alors que je retournais chez Nathalie, espérant que Grace n'avait pas été trop difficile. Nathalie a ouvert la porte avec une expression que je n'arrivais pas tout à fait à déchiffrer. Quelque chose vacillait dans son regard, quelque chose qui a fait grimper mon instinct maternel en flèche. La voilà, a dit ma sœur d'un ton plat, me tendant le porte-bébé sans croiser mon regard. Mes parents se tenaient à l'arrière-plan,
tout aussi silencieux. L'ambiance dans la maison semblait fausse, l'air était lourd de non-dits. Gérald se concentrait intensément sur son journal tandis que Ruth se trouvait soudain un grand intérêt pour l'arrangement de fleurs qui était déjà parfait. Est-ce qu'elle va bien? Elle a mangé? Elle a beaucoup pleuré? Les questions se bousculaient sur mes lèvres alors que je prenais ma fille. Elle va bien. On doit y aller, par contre. Roger nous attend pour le dîner, a répondu sèchement Nathalie, me poussant pratiquement le porte-bébé dans les bras. Le visage de Grace était rouge et tacheté. Ses petits poings étaient serrés. Dès que je l'ai regardé, quelque chose de primal m'a hurlé que les choses n'allaient pas bien. Pas du tout. Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi a-t-elle l'air d'avoir pleuré pendant des heures? Les bébés pleurent. Tu devrais le savoir maintenant, a interjecté froidement Ruth en rassemblant son sac à main. Nous devons vraiment partir, cependant. Ils m'ont fait sortir avec une hâte inhabituelle, leur langage corporel irradiant le malaise et l'évitement. La porte s'est refermée fermement derrière moi avant que je puisse insister pour obtenir plus d'informations. Debout sur le porche avec mon nourrisson en pleurs, j'ai senti un frisson me parcourir l'échine qui n'avait rien à voir avec la température. Le trajet jusqu'à la maison a duré 15 minutes, durant lesquelles les pleurs de Grace ont escaladé en hurlements. Rien de ce que je disais ou faisais ne lui apportait de réconfort. Elle était inconsolable d'une manière que je n'avais jamais connue, et j'avais pourtant traversé de nombreuses nuits blanches dans sa courte vie. Une fois à l'intérieur de notre petit appartement, je me suis précipitée pour l'examiner immédiatement. Peut-être que sa couche avait besoin d'être changée, ou qu'elle avait faim, ou que quelque chose la gênait. Je l'ai posée doucement sur la table à langer, mes mains travaillant déjà à défaire sa grenouillère. Ce que j'ai vu en dessous a arrêté la rotation de la terre. Des marques rouges agressives couvraient le petit torse et les cuisses de Grace. Ce n'était pas un érythème fessier. Ce n'étaient pas des boutons de chaleur. C'étaient des ébrures, des ecchymoses à divers stades de développement, et ce qui ressemblait horriblement à de petites brûlures. La peau parfaite de mon bébé de 2 mois était endommagée d'une manière qui m'a glacé le sang. Mes mains tremblaient si violemment que je pouvais à peine remettre ses vêtements. Les larmes ruisselaient sur mon visage alors que les implications s'abattaient sur moi comme un raz de marée. Quelqu'un avait fait mal à mon bébé. Quelqu'un lui avait délibérément causé de la douleur alors qu'elle était censée être en sécurité avec sa famille. J'ai rassemblé Grace aussi soigneusement que possible, attrapé son sac à langer et couru vers ma voiture. L'hôpital n'était qu'à 10 minutes, mais cela m'a semblé une éternité. Chaque feu rouge, chaque conducteur lent, chaque seconde de retard ressemblait à une torture tandis que ma fille continuait de gémir de douleur évidente. L'infirmière des urgences a jeté un seul coup d'œil aux blessures de Grace et a immédiatement appelé un médecin. En quelques minutes, nous étions entourés de professionnels de santé, leurs visages devenant progressivement plus sombres à mesure qu'ils menaient leur examen. « Madame, j'ai besoin que vous m'expliquiez exactement ce qui s'est passé ici », a dit une femme médecin nommée Dr Patricia Morrison, doucement mais fermement. « Je ne sais pas. Je l'ai laissé avec ma sœur et mes parents pendant quelques heures pour un rendez-vous médical ici. Quand je l'ai récupéré, il semblait étrange, pressé. Elle n'arrêtait pas de pleurer, et quand je suis rentrée et que je l'ai examinée, j'ai trouvé ses marques. » L'expression du docteur Morrison s'est durcie. Ces blessures sont cohérentes avec des abus délibérés. Nous sommes légalement tenus de signaler cela au service de protection de l'enfance et à la police. Les mots « abus délibérés » ont résonné dans mon esprit comme une condamnation à mort. Mon estomac se tordait de nausées et de rage à parts égales. Qui pourrait faire mal à un bébé sans défense de 2 mois? Quel genre de monstre infligerait de la douleur à quelqu'un de si petit et vulnérable? 2 officiers de police sont arrivés dans l'heure. L'officier Brandon Mills et l'officier Christine Porter se sont présentés avant de me demander de raconter chaque détail de la journée. J'ai expliqué mon rendez-vous, le fait d'avoir laissé Grace avec ma famille, et leur comportement étrange lorsque je l'ai récupérée. Nous aurons besoin de l'adresse où vous avez laissé votre fille, a dit l'officier Mills en prenant des notes dans un petit carnet. J'ai fourni l'adresse de Nathalie ainsi que les coordonnées de mes parents. La réalité de ce qui se passait s'est abattue sur moi avec un poids suffocant. Ma famille avait fait du mal à Grace. Il n'y avait pas d'autre explication.
Ils étaient les seuls à avoir eu accès à elle durant ces heures cruciales. David est arrivé à l'hôpital après que j'ai finalement réussi à l'appeler à travers mes larmes. Son visage est devenu blême quand je lui ai montré les photos que le personnel hospitalier avait prises comme preuve. Ses mains se sont serrées en poing, les muscles de sa mâchoire se contractant alors qu'il luttait pour contenir sa fureur. « Qui a fait ça à notre petite fille ?» a-t-il demandé d'une voix à peine audible. Je ne sais pas exactement, mais c'est arrivé chez Nathalie. Ce sont les seuls qui auraient pu. L'hôpital a gardé Grace pour la nuit en observation et pour une documentation supplémentaire de ses blessures. Un spécialiste pédiatrique a confirmé ce que le docteur Morrison avait initialement évalué. Les marques avaient été absolument causées par un préjudice intentionnel. Certaines des brûlures semblaient provenir de cigarettes, tandis que les ecchymoses suggéraient qu'elle avait été frappée ou serrée avec une force considérable. J'ai passé la nuit sur une chaise à côté du berceau d'hôpital de Grace, la regardant dormir par intermittence, mon cœur se brisant en morceaux plus petits à chaque heure qui passait. Comment des gens qui partageaient mon sang pouvaient-ils faire quelque chose d'aussi horrible ? La trahison coupait plus profondément que n'importe quel couteau. Une assistante sociale nommée Karen Mendoza est venue me parler vers minuit. Elle portait un presse-papier et affichait une expression de sympathie professionnelle que j'avais appris à reconnaître sur les visages de tous ceux qui avaient vu les blessures de Grace. Madame Anderson, je sais que c'est un moment incroyablement difficile, mais je dois vous poser quelques questions sur vos antécédents familiaux, a-t-elle commencé doucement, s'installant sur la chaise en face de moi. Ce qui a suivi fut un entretien d'une heure qui m'a forcé à affronter des schémas que j'avais passé des années à ignorer. Karen m'a interrogé sur mon enfance, sur les méthodes de discipline utilisées par mes parents, sur toute préoccupation antérieure que j'aurais pu avoir concernant leur comportement envers les enfants. Votre mère a-t-elle déjà manifesté des tendances agressives quand vous grandissiez ? A demandé Karen, stylo en suspens au-dessus de son bloc-notes. La question a ouvert une vanne de souvenirs que j'avais soigneusement verrouillée. Je me suis retrouvée à décrire des incidents auxquels je n'avais pas pensé depuis des décennies. Comment Ruth m'attrapait le bras assez fort pour laisser des marques quand je ne bougeais pas assez vite. La façon dont elle claquait les portes si violemment que les murs tremblaient quand elle était en colère. Son habitude de me priver de repas comme punition pour des infractions mineures. J'ai toujours pensé que c'était juste une éducation stricte, ai-je admis, ma voix se brisant. Tout le monde disait qu'elle avait des normes élevées. Mes professeurs, nos voisins, même nos médecins de famille semblaient penser qu'elle était juste vieux jeu en matière de discipline. L'expression de Karen est devenue plus sérieuse à chaque révélation. Avez-vous déjà signalé ces incidents à une autorité officielle ? Non. À l'époque, les gens ne remettaient pas vraiment ce genre de choses en question. De plus, Nathalie ne semblait jamais être traitée de la même façon, alors je me disais que j'étais peut-être juste l'enfant difficile que ma mère disait toujours que j'étais. L'entretien a duré jusqu'à près d'1h du matin. Au moment où Karen est partie, je me sentais émotionnellement vidée, mais étrangement soulagée. Dire ces vérités à haute voix à quelqu'un qui me croyait réellement, qui ne rejetait pas mes expériences comme de l'exagération ou de la sensibilité, me donnait l'impression de me libérer de chaînes que je ne savais pas que je portais. David est revenu le lendemain matin avec du café et des sandwichs que ni l'un ni l'autre ne pouvaient avaler. Nous nous sommes assis ensemble en silence, regardant Grace dormir, luttant tous deux avec nos propres cauchemars privés sur ce qui était arrivé à notre fille. J'aurais dû savoir qu'il ne fallait pas leur faire confiance, ai-je chuchoté, la culpabilité me submergeant par vagues. David m'a pris la main fermement. Ce n'est pas de ta faute. Tu avais besoin d'aide et tu as demandé à ta famille. Les gens normaux ne font pas de mal aux bébés. C'est leur faute, pas la tienne. Ces mots avaient du sens logiquement, mais émotionnellement, je me sentais écrasée sous le poids des « et si ». Et si j'avais annulé mon rendez-vous ? Et si j'avais trouvé une autre solution ? Et si j'avais remarqué plus tôt que quelque chose n'allait pas ? Le spécialiste pédiatrique, le docteur Andrew Kaufman, est passé lors de sa tournée matinale. C'était un homme plus âgé aux yeux bienveillants avec des décennies d'expérience dans le traitement des enfants blessés. Votre fille va s'en remettre physiquement, nous a-t-il assuré en examinant le dossier de Grace. Les brûlures vont guérir. Les bleus vont s'estomper. Nous surveillons tout signe d'infection, mais tout semble propre. C'est une petite battante.
Et psychologiquement? David a posé la question que j'avais peur de formuler. Le docteur Kaufman s'est assis, l'air pensif. Les nourrissons aussi jeunes ne forment pas de souvenirs explicites comme le font les enfants plus âgés. Grace ne se souviendra pas de cet incident spécifique. Cependant, les traumatismes peuvent impacter le développement de manière subtile. Vous voudrez travailler avec un psychologue pédiatrique à mesure qu'elle grandit pour surveiller tout problème d'attachement ou schéma d'anxiété. Il nous a fourni des références de spécialistes travaillant avec les survivants de traumatismes. Un autre rappel que ce n'était pas juste une journée terrible que nous allions laisser derrière nous. C'était quelque chose qui nécessiterait une attention et des soins continus pour les années à venir. Le lendemain matin, l'inspectrice Laura Hernandez de l'unité de maltraitance des enfants est venue nous interroger. Elle était minutieuse, professionnelle et visiblement perturbée par l'épreuve. J'ai vu beaucoup de choses dans ce métier, mais faire du mal à un nourrisson aussi jeune relève d'une cruauté particulière, a-t-elle dit sans détour. Nous allons faire toute la lumière là-dessus. L'inspectrice Hernandez et l'officier porteur se sont rendus chez Nathalie cet après-midi-là. J'ai appris plus tard que ma sœur avait ouvert la porte avec son attitude hautaine habituelle, qui s'est apparemment évaporée dès qu'elle a vu les insignes de police. Nous devons parler avec vous, votre mari et vos parents au sujet du nourrisson qui était sous votre garde hier, a déclaré formellement l'inspectrice Hernandez. Selon le rapport de police que j'ai fini par obtenir, Nathalie est immédiatement devenue défensive. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Le bébé allait bien quand elle est partie. Le bébé présentait de multiples blessures compatibles avec des abus survenus pendant qu'elle était sous votre garde. Nous allons avoir besoin des dépositions de toutes les personnes présentes dans cette maison hier. Ruth et Gérald ont été appelés à la maison. Roger est rentré du travail. Tous les 4 ont été interrogés séparément. Leurs histoires ne concordaient pas. Nathalie prétendait que Grace avait beaucoup pleuré mais qu'elle allait bien par ailleurs. Ruth insistait sur le fait que le bébé avait dormi la plupart du temps. Gérald disait qu'il avait à peine interagi avec elle. Roger maintenait qu'il était au travail toute la journée. Les incohérences étaient flagrantes. L'inspectrice Hernandez a accentué la pression et finalement, la vérité a commencé à émerger par fragments brisés. Au cours des jours suivants, elle a reconstitué une chronologie des événements qui peignaient un tableau inquiétant. Les images de sécurité du quartier de Nathalie montraient mes parents arrivant vers 10h du matin, juste 1 heure après que j'ai déposé Grace. Une voisine promenant son chien a signalé avoir entendu un bébé pleurer intensément vers 11h30, le son traversant les fenêtres ouvertes de Nathalie. Cette voisine a réellement envisagé d'appeler la police, m'a dit l'inspectrice Hernandez lors d'une de nos mises à jour. Elle a dit que les pleurs semblaient désemparés, pas comme des caprices normaux. Elle regrette de ne pas avoir suivi son instinct. L'inspectrice a également obtenu des relevés téléphoniques montrant que Nathalie avait envoyé plusieurs textos à Roger cet après-midi-là. Des messages suggérant la panique et la dissimulation plutôt qu'une garde d'enfants innocente. Un message disait « Maman a pété les plombs avec le bébé. Je ne sais pas quoi faire. » Un autre disait « S'il te plaît, ne dis rien quand tu rentreras. On va gérer ça. » La réponse de Roger avait été glaçante dans son indifférence. Peu importe, laisse-moi juste en dehors de ça. Ces SMS sont devenus des preuves cruciales, démontrant que Nathalie savait que des abus avaient eu lieu et avait activement choisi de les cacher plutôt que de protéger Grace ou de chercher une aide médicale pour ses blessures. L'inspectrice Hernandez a aussi interrogé les voisins de Nathalie plus en profondeur. Madame Angela Carmichael, qui vivait à côté, a rapporté avoir vu Ruth fumer sur le patio arrière vers midi. Elle s'en souvenait spécifiquement parce que Ruth semblait agitée, faisant les 100 pas tout en parlant au téléphone. Je pouvais l'entendre à travers la clôture, a témoigné plus tard Madame Carmichael. Elle se plaignait à quelqu'un de devoir faire du babysitting, disant quelque chose sur le fait qu'elle n'avait pas signé pour s'occuper d'un nourrisson hurlant toute la journée. Son ton était vraiment hostile. Un autre voisin, Timothy Walsh, a mentionné avoir vu Gérald quitter la maison vers 13h et revenir 20 minutes plus tard avec des sacs de fast-food. Il avait l'air stressé, s'est rappelé Timothy. Pas son amabilité habituelle. Il est remonté dans sa voiture et est resté assis là pendant bien 5 minutes avant de rentrer à l'intérieur comme s'il le redoutait.
Ces témoignages ont aidé à établir l'atmosphère dans cette maison pendant les heures où Grace était sous leur garde. Ce n'était pas une visite normale chez les grands-parents qui avaient légèrement mal tourné. C'était une poudrière de ressentiment, de sentiments de supériorité, finalement, de violence. Gérald a craqué en premier. Sous la pression et face à des accusations potentielles, il a admis que Ruth s'était frustrée des pleurs de Grace. Ma mère, la femme qui était censée protéger sa petite fille, avait perdu son calme avec un bébé de 2 mois. L'histoire complète m'a rendu physiquement malade quand l'inspectrice Hernandez me l'a partagée quelques jours plus tard. Ruth fumait sur le patio arrière de Nathalie quand Grace a commencé à pleurer. Agacée par le bruit, elle a essayé de la faire taire en la manipulant brutalement, en serrant son petit corps trop fort. Quand cela n'a pas fonctionné, elle a apparemment écrasé sa cigarette sur la jambe de Grace dans un moment de pure rage sadique. Nathalie avait été témoin d'une partie de la scène et n'avait absolument rien fait. Elle avait regardé sa propre mère maltraiter un nourrisson sans défense et avait pris la décision consciente de couvrir l'acte plutôt que d'intervenir ou de chercher de l'aide. Ma sœur avait priorisé le maintien de la paix sur la protection de sa nièce. La déclaration formelle de Gérald à la police a révélé des détails encore plus troublants. Il était dans la cuisine en train de préparer le déjeuner quand il a entendu les cris de Grace s'intensifier. Le temps qu'il arrive dans le salon, Ruth essayait déjà de calmer le bébé, agissant comme si de rien n'était. J'ai vu les marques sur la jambe de Grace, a admis Gérald à l'inspectrice Hernandez. J'ai demandé à Ruth ce qui s'était passé et elle m'a dit que le bébé avait un érythème fessier. Je savais qu'elle mentait. Mais je n'ai pas insisté. J'ai passé 40 ans à ne pas insister quand Ruth fait des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. J'aurais dû appeler la police immédiatement. J'aurais dû protéger ce bébé. Au lieu de cela, je suis resté silencieux comme je le fais toujours. Cette confession a révélé les fondations pourries sur lesquelles leur mariage entier avait été bâti. Gérald avait passé des décennies à permettre les pires impulsions de Ruth, choisissant la paix plutôt que les principes, le confort plutôt que le courage. Sa passivité le rendait complice d'une manière qui allait bien au-delà de ce seul après-midi. L'inspectrice a également découvert que ce n'était pas la première fois que Ruth montrait une agressivité inappropriée envers les enfants. Une ancienne voisine d'il y a des années, Madame Linda Fletcher, s'est manifestée après avoir vu les reportages sur l'arrestation. Elle se souvenait d'un incident datant de l'époque où Nathalie et moi étions jeunes enfants. Je rendais visite un après-midi quand la plus jeune fille a renversé du jus sur le tapis, a raconté Madame Fletcher à la police. Ruth a attrapé le poignet de cette petite fille et l'a tordu si fort que l'enfant a hurlé. J'étais choquée, mais à cette époque, les gens n'interféraient pas avec la façon dont les autres disciplinaient leurs enfants. J'ai regretté de ne rien avoir dit pendant 30 ans. Entendre que cette femme avait un nom pour moi, que d'autres avaient été témoins de la cruauté de Ruth et n'avaient rien dit, m'a mise en colère d'une manière que je n'avais pas anticipée. Combien de personnes avaient vu des signes et choisi le silence ? Combien d'opportunités y avait-il eu de l'arrêter avant qu'elle ne blesse Grace ? David a assisté à chaque réunion avec l'inspectrice Hernandez à mes côtés. Sa présence stable me gardait ancré quand je voulais sombrer dans la rage ou le désespoir. Il posait les questions que je n'arrivais pas à formuler à travers ma colère, prenait des notes quand j'étais trop émotive pour me concentrer, et plaidait férocement pour s'assurer que les accusations les plus lourdes possibles soient portées. Je veux qu'ils ressentent chaque conséquence permise par la loi, a dit David à l'inspectrice lors d'une réunion, sa voix habituellement douce devenue dure comme l'acier. Ils ont fait du mal à notre petite fille et ont ensuite essayé de le couvrir. Cela montre une conscience de la culpabilité et un manque total de remords. Les accusations criminelles sont tombées rapidement. Ruth a été arrêtée pour maltraitance aggravée sur enfant. Nathalie a fait face à des accusations de complicité pour ne pas avoir signalé les abus et pour mise en danger d'enfants. Gérald, bien que non directement impliqué dans les blessures de Grace, a été inculpé pour mise en danger d'enfants et obstruction à la justice puisqu'il avait été témoin des conséquences et avait activement aidé à dissimuler les abus. Roger a demandé le divorce de Nathalie en moins d'1 semaine. Apparemment, faire du mal au bébé était la ligne rouge même pour lui. Malgré son caractère par ailleurs douteux, le scandale a secoué notre petite communauté. La nouvelle s'est répandue sur les réseaux sociaux plus vite qu'une traînée de poudre, et partout où ma famille allait,
les gens savaient ce qu'ils avaient fait. L'église de mes parents leur a demandé de partir. Leur club de golf a révoqué leur adhésion. D'anciens amis changeaient de trottoir pour éviter de leur parler. Le cercle social qu'ils avaient passé des décennies à cultiver s'est évaporé du jour au lendemain. Nathalie a perdu son emploi à temps partiel dans une boutique haut de gamme lorsque la propriétaire a appris les accusations. Personne ne voulait s'associer avec quelqu'un qui était resté là à regarder un nourrisson se faire torturer. Son mariage terminé, sa réputation détruite au-delà de toute réparation. Les retombées se sont propagées dans notre famille élargie comme un feu de forêt. Le frère de mon père, oncle Vincent, m'a appelé le lendemain de la publication des arrestations. Nous ne nous étions pas parlé depuis des années, notre relation étant une autre victime de la dynamique familiale qui favorisait toujours Nathalie par rapport à moi. Je n'arrive pas à croire ce que Ruth a fait, a dit Vincent, la voix tremblante d'émotion. J'ai toujours su qu'elle avait un fond méchant, mais ça. Faire du mal à un bébé. Je suis horrifiée. Je veux que tu saches que ta tante et moi te soutenons complètement. Quoi que tu aies besoin, nous sommes là. Ces mots signifiaient plus qu'il ne pouvait le savoir. Avoir quelqu'un du côté de la famille de mon père pour valider mon expérience et condamner les actions de Ruth a aidé à soulager une partie de l'isolement que je ressentais. La sœur de ma mère, Francine, a eu une réaction tout à fait différente. Elle a appelé, exigeant que j'abandonne les charges et que j'arrête de déchirer la famille pour un « accident ». Grace va bien maintenant, n'est-ce pas, a argumenté Francine, le ton dégoulinant de jugement. Ta mère a fait une erreur. Ce n'est pas un monstre. Tu vas envoyer ta propre mère en prison pour ça. L'audace avec laquelle elle minimisait ce qui s'était passé a fait bouillir mon sang. Tante Francine, ma mère a délibérément brûlé ma fille nourrisson avec une cigarette. Elle l'a serrée assez fort pour laisser des bleus. Ce n'est pas une erreur ou un accident. C'est une agression. Si tu ne peux pas voir ça, alors nous n'avons plus rien à nous dire. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. En quelques jours, plusieurs autres parents ont pris contact pour exprimer des sentiments similaires, suggérant que je réagissais de manière excessive ou vindicative. Chacun a reçu la même réponse, défendez mon bourreau, et vous perdrez tout accès à moi et à ma famille pour toujours. La famille de David, en revanche, s'est ralliée autour de nous complètement. Sa mère, Patricia, s'est présentée à notre appartement avec des courses, des plats cuisinés et une offre d'aide pour tout ce dont nous avions besoin. Son père, Thomas, lui-même policier à la retraite, s'est assis avec moi un soir et a expliqué le processus juridique à venir en des termes que je pouvais comprendre. Le système n'est pas parfait, mais dans des cas comme celui-ci, avec des preuves claires et des témoignages, la justice prévaut généralement, m'a assuré Thomas. Ta mère va faire face à de graves conséquences. Gérald et Nathalie aussi. Toi, concentre-toi sur le fait de prendre soin de Grace et de toi-même. Laisse la loi s'occuper du reste. Sa confiance calme a aidé à contrer le chaos qui tourbillonnait autour de nous. Avoir sa perspective professionnelle me rappelait que nous n'étions pas seuls dans ce combat, qu'il y avait des systèmes et des gens dédiés à la protection des enfants comme Grace. Mais les conséquences juridiques ne faisaient que commencer. Le procureur de district assigné à l'affaire, Thomas Bradford, était père de 3 enfants et prenait personnellement les crimes contre les enfants. Il a poussé pour des peines maximales et a refusé d'envisager des accords de plaidoyer qui résulteraient en quoi que ce soit de moins qu'une peine de prison significative. Votre mère risque entre 10 et 15 ans si elle est reconnue coupable, a-t-il expliqué lors d'une de nos réunions. Votre sœur risque 5 à 7 ans en tant que complice. Ce sont des crimes graves. Les audiences préliminaires ont été brutales. Être assise dans cette salle d'audience, regarder ma mère et ma sœur en combinaison orange, entendre le témoignage médical sur les blessures de Grace décrites avec des détails cliniques, c'était surréaliste. C'était ma famille. C'étaient des gens que j'avais connus toute ma vie, et c'étaient des monstres. L'avocat de Ruth a essayé d'argumenter qu'elle avait été sous stress, que s'occuper d'un nourrisson l'avait dépassée. Le procureur a détruit cette défense en présentant des preuves du modèle de cruauté et de favoritisme de Ruth tout au long de mon enfance. Ils ont appelé des enseignants que j'avais eus qui se souvenaient de Bleu. Ils ont trouvé des dossiers médicaux montrant des blessures suspectes que j'avais subies enfant et que mes parents avaient expliquées par de la maladresse.
Un schéma a émergé pendant la préparation du procès. Ruth avait toujours été capable de violence quand elle sentait que quelqu'un était gênant ou agaçant. J'avais juste été trop jeune et trop conditionnée pour le reconnaître pour ce que c'était. David est resté à mes côtés à chaque apparition au tribunal, chaque réunion avec les avocats, chaque moment où je sentais que je pourrais me briser complètement. Les blessures de Grace ont guéri physiquement en quelques semaines, mais le bilan émotionnel sur notre famille prendrait beaucoup plus de temps à être traité. Les services de protection de l'enfance sont restés impliqués dans notre dossier malgré les procédures pénales. Nous avons dû subir des évaluations pour assurer la sécurité de Grace, assister à des cours de parentalité et nous soumettre à des visites à domicile. C'était intrusif et épuisant, mais je comprenais la nécessité. Le système devait vérifier que nous étions des parents sûrs et capables après que notre fille ait été si gravement blessée. Le procès a commencé par un matin froid de novembre. La salle d'audience était bondée de journalistes, de curieux et de défenseurs des victimes de maltraitance infantile. Ruth était assise à la table de la défense, paraissant plus petite que je ne l'avais jamais vue, ses vêtements coûteux remplacés par un tailleur simple qui ne pouvait cacher ni son âge ni ses crimes. L'accusation a présenté le témoignage médical en premier. Le docteur Morrison a pris la barre et a expliqué avec des détails dévastateurs ce que les blessures de Grace indiquaient. Le jury avait l'air horrifié alors que des photographies étaient affichées montrant les brûlures, les ecchymoses et les zébrures sur le petit corps de mon bébé. Selon mon avis professionnel, ces blessures ont nécessité une force significative et une action délibérée, a témoigné le docteur Morrison. Un nourrisson ne peut pas subir de telles brûlures accidentellement. Quelqu'un a maintenu une cigarette allumée contre la peau de cet enfant assez longtemps pour causer de graves brûlures au second degré. Nathalie a témoigné dans le cadre d'un accord de plaidoyer qui réduisait ses charges en échange d'un témoignage véridique contre Ruth. Elle a décrit être entrée dans le salon et avoir vu notre mère tenir Grace brutalement, le bébé hurlant. Elle a admis avoir vu la cigarette, vu la brûlure, et pris la décision de ne rien dire. « Pourquoi n'êtes-vous pas intervenu ou n'avez-vous pas appelé à l'aide » a demandé le procureur. « Je ne sais pas » a répondu Nathalie doucement, les larmes coulant sur son visage. « J'avais peur de mettre maman en colère. J'ai toujours eu peur d'elle. » Cet aveu a plané dans la salle d'audience comme un fantôme. Même l'enfant prodige avait eu peur. Ruth a pris la barre pour sa propre défense, ce que son avocat a plus tard admis être une erreur. Elle a essayé de prétendre que les blessures de Grace étaient accidentelles, qu'elle la tenait et n'avait pas remarqué que la cigarette était trop proche. Le procureur a déchiqueté cette explication systématiquement. Madame Anderson, vous demandez à ce jury de croire que vous avez accidentellement pressé une cigarette allumée contre la peau d'un nourrisson de 2 mois avec assez de pression pour causer une brûlure au 3e degré, et que vous ne l'avez pas remarqué. Ruth a bafouillé. C'est arrivé si vite. Vous l'avez aussi accidentellement serré assez fort pour laisser des ecchymoses en forme d'empreinte digitale d'adulte. Elle pleurait. J'essayais de la calmer. En lui faisant mal ? En pressant une cigarette allumée dans sa peau assez fort pour causer des brûlures graves ? Le contre-interrogatoire a été impitoyable et nécessaire. Chaque mensonge, chaque excuse, chaque tentative de minimiser ses actions a été systématiquement démantelée. Au moment où Ruth a quitté la barre, même elle semblait réaliser que son histoire s'effondrait. Le jury a délibéré pendant moins de 4 heures. Ils ont reconnu Ruth coupable de tous les chefs d'accusation, maltraitance aggravée sur enfant, agression sur mineur et mise en danger d'autrui par imprudence. L'accord de plaidoyer de Nathalie a été validé et elle a été condamnée à 4 ans de prison avec possibilité de libération conditionnelle après 2 ans. L'audience de détermination de la peine de Ruth était prévue 3 semaines après le verdict. J'y ai assisté avec David, tenant Grace dans mes bras. Elle avait 5 mois à ce moment-là, en bonne santé et épanouie malgré le début traumatisant de sa vie. Je voulais que la juge voie ce que Ruth avait blessé, qu'elle comprenne l'ampleur de sa cruauté. La juge Martha Williamson a écouté les déclarations d'impact sur la victime avant de prononcer la sentence. Je me suis tenue au podium avec des mains tremblantes, lisant des notes que j'avais préparées. Votre honneur, l'accusée est ma mère. Elle m'a donné naissance, m'a élevée, et était censée protéger sa petite fille comme elle a échoué à me protéger. Au lieu de cela,
elle a torturé un bébé sans défense par colère et sentiment de supériorité. Grace portera les cicatrices de cela, tant physique que psychologique. Notre famille ne sera plus jamais la même. Je demande que vous imposiez une peine qui reflète la gravité de ces crimes et garantisse que ma fille soit en sécurité loin de cette femme aussi longtemps que légalement possible. L'expression de la juge Williamson était grave alors qu'elle prononçait la sentence. Madame Anderson, vous avez été reconnue coupable d'avoir fait du mal à l'un des membres les plus vulnérables de la société. Les preuves ont montré un modèle de cruauté, un manque de remords et un mépris dangereux pour le bien-être d'un nourrisson. Je vous condamne par la présente à 14 ans de prison d'État sans possibilité de libération conditionnelle avant 7 ans. Le visage de Ruth s'est chiffonné. Gérald, assis dans la galerie, a enfoui son visage dans ses mains. Nathalie n'était pas présente, purgeant déjà sa propre peine dans un établissement différent. Les poursuites civiles ont suivi. David et moi avons poursuivi Ruth, Gérald et Nathalie pour dommages et intérêts liés aux frais médicaux de Grace, à notre détresse émotionnelle et aux coûts futurs de thérapie. Notre avocate, Margaret Deloca, était une défenseuse féroce qui s'est assurée que chaque centime dépensé pour le rétablissement de Grace serait récupéré auprès des responsables. Gérald, désespéré d'éviter la prison pour ses propres accusations, a accepté un règlement qui paierait les besoins médicaux et thérapeutiques de Grace pour les années à venir. Il a liquidé des actifs, contracté des prêts sur sa pension et s'est essentiellement ruiné pour réparer les torts. Nathalie n'avait rien à donner, mais le jugement contre elle signifiait qu'elle nous paierait pendant des décennies une fois libérée. L'argent ne guérissait pas les blessures, mais il assurait la sécurité de l'avenir de Grace. La vie a avancé lentement après la conclusion des procès. David et moi avons commencé une thérapie familiale pour traiter le traumatisme et nous assurer que nous pouvions offrir à Grace un foyer stable et aimant. Le docteur Kenneth Wright se spécialisait dans les familles se remettant d'abus, et ses conseils nous ont aidés à naviguer dans les émotions compliquées que nous portions tous les deux. La pédiatre de Grace, le docteur Stephanie Chen, a surveillé son développement de près. À chaque rendez-vous, elle nous assurait que Grace atteignait toutes ces étapes de manière appropriée, ne montrant aucun signe de retard de développement malgré le traumatisme précoce. Les enfants sont remarquablement résilients, nous a dit le docteur Chen lors d'une visite. Grace s'épanouit parce qu'elle est dans un environnement aimant et stable maintenant. Vous faites tout correctement. Ces mots signifiaient plus qu'elle ne pouvait le savoir. La famille élargie s'est complètement fracturée. Gérald a déménagé dans un autre état une fois tout réglé, incapable d'affronter le jugement de la communauté. J'ai reçu une lettre de lui des années plus tard exprimant regret et honte. Je n'ai jamais répondu. Certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent être reconstruits. Les amis qui avaient pris parti pour mes parents ou exprimé de la sympathie pour Nathalie ont été coupés de nos vies sans hésitation. Quiconque pouvait excuser ou minimiser ce qui était arrivé à Grace n'avait pas sa place dans notre monde. La famille de David a pris le relais d'une manière qui me rendait humble chaque jour. Sa mère, Patricia, est devenue la grand-mère que Grace méritait. Ses frères et sœurs la traitaient comme un cadeau précieux. Leur amour inconditionnel a aidé à combler le vide laissé par la trahison de ma famille. Ruth envoyait occasionnellement des lettres de prison. Je les brûlais sans lire au-delà de la première ligne. Rien de ce qu'elle pouvait dire ne changerait ce qu'elle avait fait ou ne me donnerait envie d'avoir une relation avec elle à nouveau. Nathalie a écrit 2 lettres plus longues remplies d'excuses et d'explications. J'en ai lu une juste pour voir si elle avait sincèrement changé. La lettre était pleine d'apitoiement sur soi, se concentrant plus sur sa souffrance à elle que sur ce qu'elle avait permis qu'il arrive à Grace. Je n'en ai jamais lu d'autres. Grace a eu 1 an, puis 2, puis 3. Elle est devenue une petite fille brillante et curieuse qui aimait les livres et l'art. Elle n'avait aucun souvenir de ces heures terribles, aucun traumatisme conscient de ce jour-là. Nous étions déterminés à ce que cela reste ainsi le plus longtemps possible. Pour son 4e anniversaire, Grace a posé des questions sur les grands-parents après avoir vu des amis avec les leurs à sa fête. David et moi nous étions préparés à cette conversation avec les conseils du Dr Wright. Tu as grand-mère Patricia et grand-père Tom, ai-je expliqué doucement. Ils t'aiment beaucoup. Mais qu'en est-il de ta maman et de ton papa, a-t-elle demandé innocemment. Ils ont fait de très mauvais choix qui ont fait du mal aux gens.
Ils ne peuvent plus faire partie de notre famille. Grace a accepté cette explication sans plus de questions. Les enfants ont une capacité étonnante à accepter leur réalité lorsqu'elle est présentée honnêtement et avec amour. Les années ont passé. Ruth a finalement été libérée sur parole après avoir purgé 10 ans de sa peine. Elle avait environ 75 ans à ce moment-là, brisée et seule. Gérald était décédé d'une crise cardiaque 2 ans après son incarcération. Nathalie est sortie après avoir purgé 3 ans et demi, a déménagé à l'autre bout du pays, et nous n'avons plus jamais entendu parler d'elle directement. Je cherchais occasionnellement leur nom en ligne par curiosité morbide. Ruth vivait dans un appartement subventionné pour personnes âgées, travaillant à temps partiel dans une épicerie. Nathalie s'était remariée avec quelqu'un rencontré via un groupe de soutien en ligne pour anciens détenus. Aucun d'eux n'a repris contact, comprenant que cette porte était définitivement fermée. Les ordonnances de restriction que nous avions obtenues resteraient en vigueur jusqu'à ce que Grace ait 18 ans. Il leur était interdit de nous contacter, d'être près de notre maison, ou de tenter toute relation avec elle. Les barrières juridiques offraient une tranquillité d'esprit même si les années créaient de la distance. Grace a 10 ans maintenant, elle s'épanouit à l'école, est passionnée de football et d'écriture créative. Elle connaît les faits basiques sur ma famille biologique, présentés de manière adaptée à son âge au fil des ans. Elle sait qu'ils ont fait des choix terribles qui ont eu de graves conséquences. Elle sait qu'elle est en sécurité et aimée. Parfois, je la regarde et je m'émerveille de sa résilience. Les brûlures ont bien guéri grâce au traitement médical immédiat, ne laissant que de faibles marques qui ont continué de s'estomper à mesure qu'elle grandissait. Ce sont des rappels de d'où elle vient et du chemin que nous avons parcouru. David et moi avons construit une vie définie par l'amour, l'honnêteté et la protection. Nous avons entouré Grace de personnes qui la chérissent, qui ne rêveraient jamais de lui faire du mal. Notre famille choisie est devenue notre vraie famille. La trahison a laissé des cicatrices sur moi aussi, plus profondes que n'importe quelle marque physique. Je lutte avec la confiance, avec le fait de laisser les gens s'approcher, avec la croyance que famille signifie sécurité. La thérapie aide, mais certaines blessures prennent une vie entière à guérir. La justice a été rendue au sens juridique. Ruth a perdu sa liberté, sa famille, sa réputation et ses années dorées. Nathalie a perdu son mariage, sa position dans la communauté et des années de sa vie. Gérald a tout perdu avant sa mort. Les conséquences ont été sévères et durables. Mais la vengeance, la vraie vengeance, ne concernait pas leur souffrance. Il s'agissait de choisir de s'épanouir malgré ce qu'ils avaient fait. Il s'agissait d'élever Grace dans un environnement d'amour et de sécurité, prouvant que leur cruauté ne nous définissait pas et ne déterminait pas notre avenir. Chaque étape que Grace franchit, chaque accomplissement qu'elle réalise, chaque moment de pure joie qu'elle vit, c'est ça la vraie revanche. Ils ont essayé de blesser quelque chose de précieux et d'innocent, et au lieu de cela, ils n'ont réussi qu'à se détruire eux-mêmes pendant que Grace s'épanouissait. En regardant en arrière, je me demande parfois si j'aurais pu empêcher ce qui s'est passé. Aurais-je dû remarquer les signes avant-coureurs de la capacité de ma mère à la violence? Aurais-je dû faire confiance à mon instinct quand il semblait réticent à garder Grace? Le docteur Wright m'a aidé à travailler sur cette culpabilité. Vous étiez une nouvelle mère se remettant de problèmes médicaux qui avaient besoin d'aide, m'a-t-il rappelé. La responsabilité de ce qui s'est passé repose entièrement sur les personnes qui ont choisi de faire du mal à Grace et de le dissimuler. Vous n'avez rien fait de mal. Ces mots avaient du sens intellectuellement, mais le cœur met plus de temps à accepter ce que l'esprit comprend. Grace finira par apprendre tous les détails de ce qui s'est passé quand elle sera assez âgée pour les traiter pleinement. Nous lui dirons avec les conseils du Dr Wright, en nous assurant qu'elle ait le soutien dont elle a besoin. Elle mérite de connaître son histoire, la pleine vérité de d'où elle vient et comment elle a survécu. Pour l'instant, cependant, c'est juste une enfant de 10 ans heureuse qui aime sa famille, excelle à l'école et rêve de devenir vétérinaire. Elle est entourée de gens qui déplaceraient des montagnes pour la protéger, qui célèbrent son existence chaque jour. C'est la vie que nous avons bâtie à partir des cendres et de la trahison. C'est la vengeance que j'ai choisie. Un amour radical, une protection féroce, et la création de quelque chose de beau à partir de quelque chose de brisé.
Ma famille a essayé de détruire la chose la plus précieuse de mon monde. Et à la place, ils m'ont donné une clarté absolue sur ce qui compte vraiment. Grace est en sécurité. Grace est aimée. Grace s'épanouit. Et les gens qui lui ont fait du mal ont perdu tout ce qui comptait, tandis que nous avons acquis une compréhension plus profonde de la force, de la résilience et du pouvoir de choisir l'amour plutôt que l'amertume. Parfois, la meilleure vengeance ne consiste pas à faire souffrir les autres.